Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. L'aéroport de Makhatchkala, la capitale du Daghestan en Russie, a été envahi dimanche soir par une foule hostile à Israël. Plus de 150 personnes ont fait irruption sur le tarmac et dans le terminal de l'aéroport. Ils étaient apparemment à la recherche de passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv. Selon les informations disponibles, un vol de la compagnie russe Red Wings en provenance de Tel Aviv a atterri à Makhatchkala en escale. Et des hommes se sont rassemblés devant l'aéroport pour vérifier les passeports des personnes qui en sortaient à la recherche de citoyens israéliens. Ils ont fait ensuite irruption sur le toit de l'aéroport et sur le tarmac. Au Daghestan, à l'annoncer de l'arrivée de ce vol, toute cette foule s'est rassemblée et même sur le tarmac, on a tenté d'intercepter des passagers jusque dans les réacteurs à la recherche de juifs, a-t-on dit. Alors des vidéos sur Telegram ont été diffusées et elles ont tourné sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Alors nous allons tenter de comprendre pourquoi cette région de Russie fait souvent parler d'elle, et on a vu récemment, notamment avec la mort de Samuel Paty ou de Dominique Bernard, dont les terroristes étaient originaires de cette région, tchétchène et ingouche, pour ces deux cas. L'histoire de cette région est douloureuse, marquée par deux conflits, notamment en Tchétchénie avec la Russie. La Tchétchénie, à la chute de l'URSS et son indépendance, est tolérée jusqu'à que la Russie envoie ses troupes pour recadrer cette prise d'indépendance en 1994. Et l'armée russe va mettre au pas cette république du Caucase, et les troupes fédérales se sont retirées en 1996 face à une résistance acharnée de la part des Tchétchènes, et en octobre 1999, sous l'impulsion du Premier ministre Vladimir Poutine, les forces russes entrent à nouveau en Tchétchénie pour une opération antiterroriste, et en février 2000, la Russie a repris la capitale Grozny. La guérilla s'est poursuivie malgré cela pendant quelques années, et le Kremlin a déclaré la fin de son opération en 2009. Et de ce conflit, de nombreux réfugiés de ces républiques du Caucase vont être accueillis en Europe et en France. Et si certains peuvent briller sur les rings d'arts martiaux mixtes et en lutte, une véritable tradition caucasienne, certains se sont tristement illustrés, comme on l'a dit, dans des attaques terroristes. Alors, ces républiques de Russie, quelle est leur histoire ? Pourquoi en parle-t-on aujourd'hui ? Et nous sommes pour en parler donc avec Jean Kedroff, journaliste réseaux sociaux au Figaro. Bonjour Jean Kedroff. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de ces républiques ? Alors déjà, avant l'URSS, quelles étaient-elles ? Est-ce que c'était des provinces de l'Empire russe, des kraïs, des oblasts, et quelle serait la différence entre ces appellations ? Quelles étaient-elles, ces républiques du Caucase ? Oui, alors elles ont été intégrées globalement à partir de la seconde moitié du 19e siècle. C'est le cas notamment du Daghestan, dont vous avez rappelé les scènes assez surréalistes à l'aéroport de Makhatchkala. Il a été intégré à l'Empire russe en 1860. Ensuite, il a été soviétisé à l'époque soviétique. Enfin, à l'époque post-soviétique, il s'est retrouvé dans cette espèce de ruine d'empire balayé par diverses idéologies. Et de façon générale, le Caucase du Nord, c'est une région qui a toujours posé énormément de problèmes. C'est un véritable patchwork de groupes ethniques, tout d'abord. Et en revanche, ils ont une chose qu'ils ont en commun, tous ces peuples, c'est l'islam. Et au Daghestan, sur les 3 millions de Dagestanais, par exemple, on compte plus d'une centaine de groupes ethniques, mais 95% de la République est musulmane néanmoins. Donc depuis le 19e siècle, ces populations ont opposé une résistance acharnée au régime tsariste d'abord, ensuite ils ont été rétifs à la soviétisation, et l'antagonisme avec Moscou a atteint son point culminant, si vous voulez, dans les années 90, avec les deux guerres de Tchétchénie que vous venez d'évoquer. Elles étaient extrêmement violentes. Elles ont donc des guerres très, très, très violentes avec de la barbarie. Est-ce que la région reste marquée par cette guerre ? Bien sûr. En fait, elle a façonné véritablement le radicalisme islamiste de cette région. Il ne faut pas oublier que ces événements-là, à Makhatchkala, ils rappellent une réalité, c'est que ces régions sont intrinsèquement instables. Et le Kremlin, à ce titre, a de quoi s'inquiéter, je pense. Il faut pas oublier que ça reste des foyers de contestation politique, de radicalisation religieuse. Donc vous avez évoqué
Abdullah Anzorov, l'assassin de Samuel Paty, Mohamed Mogouchkov, l'assassin d'Arras. Il y a un passif. Et en 2017, la Russie était le premier pays exportateur de djihadistes à destination de l'État islamique, avant l'Arabie Saoudite, avant des pays comme la Jordanie. Et on estime à quasiment 5000 le nombre de Russes qui auraient rejoint les rangs de l'État islamique depuis 2012. Donc voilà. Et alors avant ces guerres, ces guerres entre guillemets antiterroristes, en tout cas cette guerre en Tchétchénie contre des islamistes, quel était l'islam sur place? On parle parfois d'un islam soufiste. Il a été remplacé, il s'est radicalisé? Alors, effectivement, l'islam soufi, c'est l'islam traditionnel de cette région-là. Il y a eu une influence, l'arrivée en fait d'idéologies radicales qui ont suivi la guerre d'Afghanistan contre l'Union soviétique, où des jeunes ingouches tchétchènes se sont retrouvés dans les rangs moudjahidines en Afghanistan et contre sont les revenus, Américains. Alors contre l'Union soviétique Ah oui, d'abord. au départ, oui, contre l'Union soviétique. Ouais. Ensuite, effectivement, contre les Américains, contre les Russes, et in fine à l'État islamique, où ils ont rompu aux guerres de Tchétchénie, occupé les plus hauts postes. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'islam, néanmoins, ne se résume pas à ça en Russie. C'est 15 millions de musulmans dans la fédération, plus de 10% de la population. Ça explique d'ailleurs peut-être en partie le positionnement de Moscou dans le conflit entre le Hamas et Israël. Il y a des régions russes qui sont en fait où la population ethniquement russe représente moins de 2-3% de la population. Moscou, on oublie souvent, c'est la première capitale européenne de l'islam, avec 2 millions de musulmans, avec la plus grande mosquée du continent. Voilà. En revanche, l'islam est une donnée, incontournable de la politique russe et donc également du conflit israélo-palestinien. Absolument. Et l'islam néanmoins qui est promu en Russie, c'est un islam loyal, constitutionnel, c'est-à-dire qu'on va faire la traque aux salafistes. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ça peut inquiéter ce qui se passe aujourd'hui à Makhatchkala, les autorités. Elles ont toutes, en tout cas officiellement, condamné ce qui s'est passé. L'assaut de l'aéroport, oui. Voilà, mais elles craignent et elles poursuivent depuis toujours une politique de lutte contre le salafisme, qui a des revendications politiques. Et alors, comment gère le pouvoir russe là, on va retourner en Tchétchénie. La Russie a un genre de pacte avec la Tchétchénie, donc avec qui il a une histoire très douloureuse. Il laisse quand même prospérer, entre guillemets, un islam assez radical, qui est encadré notamment par un chef politico-spirituel, presque, en tout cas politique, Ramzan Kadyrov. Comment articule-t-il donc cet islam tchétchène assez radical et donc cette lutte contre l'islamisme que vous décrivez? Oui, c'est un cas assez particulier et à part dans le paysage caucasien. En fait, le Kremlin, lors de la seconde guerre de Tchétchénie, a compris que, puisque ça virait à une guerre de religion, la Tchétchénie est devenue le front de l'international djihadiste à ce moment-là, il fallait miser sur les autorités religieuses, les instrumentaliser si l'on veut. Et à la fin des années 90, le Kremlin mise sur le moufti Ahmad Kadyrov, le premier de ce nom, et pas dernier, qui était en fait un ancien chef indépendantiste rallié à la cause russe parce qu'il voit... il s'inquiète de l'influence grandissante du wahhabisme, donc du courant fondamentaliste sunnite. Il a peur aussi de voir son pays disparaître face aux troupes russes. Et il est mis à la tête de la République de Tchétchénie en 2000. Il arrive à fédérer le clergé local, à imposer un islam loyal. Et son fils Ramzan Kadyrov, il arrive, qui lui succède après son assassinat en 2004. Il arrive dans un mélange assez improbable à allier un islam rigoriste, inspiré de la charia, et un patriotisme russe grand 1, si vous voulez. Chacun y trouve son compte. Poutine, il lui demande de réprimer les courants radicaux qui œuvrent en marge du pouvoir. Kadyrov s'appelle lui-même le fantassin de Poutine et il a annoncé l'envoi de 12 000 hommes sur le front ukrainien.
on ne sait pas combien ils sont exactement sur place, mais il est sûr que c'est un supplétif très utile à l'armée russe. En échange, il jouit d'une autonomie assez extraordinaire. Plus que les autres républiques de la Fédération d'ailleurs. Plus que les autres républiques de la Fédération. C'est-à-dire que, alors déjà, il reçoit des financements fédéraux à hauteur de plus d'1 milliard d'euros tous les ans, mais surtout, ils peuvent pratiquer un droit coutumier régional, par exemple, qu'on appelle l'ADAT. La charia s'invite dans la législation locale et forme un système juridique informel qui enfreint la constitution russe. Mais si vous voulez, on s'achète la loyauté et la paix sociale dans une région où c'est pas évident. Oui, c'est difficile à comprendre en France, où nous sommes très centralisés, avec un pays de la taille de la Russie. Il y a des écarts à la règle parce qu'il y a une réalité culturelle, notamment tchétchène, qui est extrêmement différente. Ça va jusqu'où, si vous pouvez développer, ça va jusqu'où cette décentralisation ou cette fédéralisation et cette exception tchétchène ? Alors, en fait, l'islam russe, de façon générale, il est géré par un système de mouftia. Donc, ce sont en fait des responsables religieux, c'est ça, qui nomment les imams, qui représentent les intérêts des... Voilà. Ces mouftias, ils sont en rapport direct avec le gouvernement et ils font preuve d'allégeance. Voilà. On vous assure notre loyauté politique, mais on a le droit d'exister. Et en Tchétchénie, effectivement, ça prend une dimension particulière parce que bon, il y a des choses assez contestables qui s'y passent. Il y a la polygamie, par exemple, qui s'y pratique. Il y a des tribunaux, comme je disais, religieux, islamiques qui vont s'appliquer. On va fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Là, récemment, on a vu... dans une scène aussi. La traite des homosexuels en Tchétchénie, qui n'existe pas d'après voilà, Kadyrov. Ça c'est une chose. Et aussi la scène donc, du fils de Kadyrov qui a passé à tabac en gros un homme coupable d'avoir brûlé un Coran devant tout le monde. Donc, et il a été, disons, félicité par Kadyrov pour son acte de bravoure et de défense légitime des valeurs musulmanes dans cette région. Oui, alors les autorités russes ont tenté en Tchétchénie, au Daghestan, de réguler l'influence de l'islam salafiste en contrôlant davantage les mosquées, avec tout de même des brimades, mais des contrôles ADN. Alors, quelles leçons tirer de cette façon de contrôler l'islam ? Parce qu'en France, on a l'impression que c'est vers ce quoi on se dirige, avec une tentative de contrôler le plus possible l'islam français. Est-ce qu'il faut passer par un contrôle comme ça au quotidien, ou justement par un système d'allégeance au pouvoir, même si prêter allégeance à la République française, c'est moins impressionnant que prêter allégeance à Vladimir Poutine, on imagine. Quelles leçons en tirer en France, pour nous en France ici ? Je ne sais pas s'il faut tracer des parallèles parce que c'est pas exactement le même cas de figure. Là, on est dans des régions qui sont islamisées depuis le 11e, le 12e siècle. Qui sont autochtones, qui ont leur fonctionnement particulier, qui a traversé les siècles. En revanche, effectivement, dans la lutte antiterroriste, anti-islamiste, la Russie a mis le paquet. Il y avait des raisons. C'est-à-dire que dans les années 2000, on a eu une série d'attentats assez effroyables. Donc en 2002, par exemple, un théâtre moscovite a été pris par un commando tchétchène en otage. Il a fait 130 morts. Le plus traumatisant, c'est certainement celui de Beslan, en Ossétie du Nord, en 2004, lorsqu'une école est prise en otage le jour de la rentrée des classes, avec à l'intérieur 1 millier d'enfants, d'adultes. Au bilan, on a 330 civils tués, plus de 180 enfants. Les traumatismes sont profonds. Et en 2006, la création du Comité national antiterroriste intensifie son activité. Donc la répression prend de l'essor, les mosquées sont fermées. Jean Kadyrov, on va devoir conclure. Ouais. Donc, venez-en au fait. Aujourd'hui, la Tchétchénie y a trouvé son compte. Est-ce que elle est pour autant sous contrôle et pour combien de temps ? Personne ne peut le dire. Très bien. Merci beaucoup Jean Kadyrov d'avoir été avec nous ce matin au sujet de ces républiques du Nord-Caucase. Vous êtes journaliste réseaux sociaux au Figaro. Merci beaucoup et à bientôt.